Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Creation City, Maison du ciel et du souffle de Sarah Gimas, publié aux éditions de Saxus. Dans ce deuxième tome de la saga Creation City, nous nous retrouvons aux côtés de Sophie Renast. Cette jeune femme mi-humaine mi-vanne a des capacités hors du commun, même pour une vanne. Elle est capable de maîtriser toutes les sortes d'énergie, de les canaliser en elle avant de s'en servir contre ses ennemis. Elle est ce que l'on appelle un oiseau tonnerre et est l'une des dernières de sa lignée avec son jeune frère Émile. Quand nous rencontrons Sophie, elle a perdu sa famille humaine et elle est à la recherche de son frère Émile, 13 ans, unique survivant. Elle s'est engagée dans la rébellion face aux Astéries et est une membre importante de l'organisation rebelle de Lophion. Après des recherches laborieuses, elle a appris que Lydia Servos, plus connue sous le surnom de La Biche, est celle qui a torturé puis tué ses parents et envoyé son jeune frère dans un camp de la mort. Pour pouvoir le rejoindre et l'exfiltrer, elle sait qu'il lui faut des moyens, des ressources et des contacts. Ce qu'à l'heure actuelle, seul Lophion peut lui offrir, en échange de l'utilisation de ses dons si particuliers. Sophie veut raccrocher et récupérer son frère, c'est son unique but. Elle a réussi à mettre la main sur les informations que la cellule rebelle désire, mais ne leur fournira ses découvertes qu'après qu'Émile et elle seront de nouveau réunis. En faisant cela, elle sait que l'organisation va envoyer à ses trousses une équipe d'élite, l'unité Crépuscule dirigée par Pippa Spetsos. Cela fait quelque temps qu'elle a rejoint le camp de Kavala et cherche son frère quand elle le retrouve enfin. Ils se reconnaissent instantanément et échafaudent un plan de sortie. Sophie, qui au dehors a un allié, l'agent Silverbow, peut envoyer un signal d'Init pour qu'il se présente au point de rendez-vous le lendemain soir. Avec son frère et 11 enfants supplémentaires derrière elle, Sophie brave les gardes Lycans et s'évade. Les Lycans étant ce qu'ils sont, de redoutables chasseurs et tueurs, le petit groupe qu'elle forme est vite repéré et pris en chasse. Arrivée au point de rendez-vous, elle est soulagée de voir le bel agent Silverbow en place. Tous les enfants tiennent dans la voiture et les évadés partent au plus vite. Tout en conduisant, Silverbow prend des nouvelles de sa compagne qui a subi pendant ces 15 jours des tortures et la faim pour retrouver son frère. Leur prochaine étape, les quais de Servast et le Bodegraven, un bateau capable de voguer sur la mer Ardrenne. À peine pour eux tous le temps de descendre de la camionnette que la Biche et les Lycans sont déjà là. Elle a été envoyée par les Astéries pour l'empêcher de révéler aux rebelles ses découvertes. Silverbow, qui est l'amant de Sophie, répugne à la laisser derrière lui, mais s'y contraint pour la mission. Les enfants, Émile et lui, montent à bord pendant que Sophie fait diversion et tue un grand nombre de Lycans. Dommage pour elle, elle affronte la Biche et pas n'importe quel émissaire. Cette prédatrice aux yeux dorés est l'une des meilleures chasseuses et exterminatrices de rebelles. Quand Sophie arrive à son tour sur le quai, la Biche l'attend accompagnée d'un sniper aux balles gorgiennes. Non seulement capable de la blesser, mais surtout capable de bloquer ses dons magiques, la rendant doublement vulnérable et mortelle, malgré sa nature d'oiseau tonnerre ou d'humaine ayant effectué le saut. Le bateau part sans elle, avec à son bord son frère, son amant blessé et une dizaine d'enfants. Blessée lourdement à la hanche et à la merci totale de la redoutée Biche, Sophie sait ses heures comptées. Heureusement pour elle, la Biche est d'humeur clémente et flemmarde. Elle place des blocs de béton avec des chaînes georgiennes autour de ses chevilles et la précipite dans la mer. Une mort assurée, des secrets engloutis, une rebelle de moins. De leur côté, Pippa et son escadron perdent Émile et ses dons. Une terriblement mauvaise nuit pour les rebelles de Lophion. À partir de ce moment, celles et ceux qui ne désirent pas être spoilés dans leur lecture du tome 1, je vous retrouve prochainement ou au prochain épisode. Pour les autres, on continue avec ce tome 2. À Creation City, dans l'appartement de Brice Quinlan, qu'elle partage maintenant avec l'Umbra Mortis Untatalar, redevenu un ange libre après la mort de l'archange Miché des mains de sa douce, l'été passe calmement. Après le double meurtre, le sauvetage des habitants de la ville d'une invasion, l'incrustation du corps dans son dos, Brice et Hunt avaient ordre de faire profil bas à vie. Mais quand un soir en rentrant, elle découvre une silhouette ensanglantée laissée pour morte en plein milieu de son salon, les images traumatiques de Danica et la meute des démons remontent en elle. Hunt passe devant, arme au poing, en bon commandant en second de la 33e, et l'un des 3 derniers triaries de feu Miché, il retourne le corps. Il s'agit de Ethan Holstrom, le petit frère de Connor. Ce dernier ayant publiquement soutenu Brice, princesse céleste et fille du roi de l'automne dans les incidents printaniers dans la presse, sa chef Sabine Fendir et sa meute l'ont battu puis abandonné.
Voilà que Brice se retrouve impliqué dans un conflit politique, premier écart comportemental d'une longue série à venir, et qui ne devrait pas mettre beaucoup de temps à remonter jusqu'aux astéries, attirant notre couple abstinent dans des ennuis, et ce pour notre plus grand plaisir de lecteur et lectrice. À vous maintenant de les suivre pour savoir la suite. Un second tome aussi riche que le premier, des personnages principaux que l'on prend plaisir à continuer de découvrir et des nouveaux venus que l'on apprend à connaître avec tout autant de plaisir. J'ai trouvé cependant ce tome un petit peu en deçà du premier niveau rythme, mais sans pour autant m'empêcher de souhaiter acheter le tome 3. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 9 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!